Et si le TDAH était une trajectoire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Institut Neurosciences. On parle souvent du TDAH comme d'un déficit. Et si nous regardions donc plutôt une trajectoire? Une trajectoire faite d'instabilité précoce, de compensation, d'adaptation successive. C'est ce déplacement que je vous propose aujourd'hui. Nous avons longtemps pensé le développement de manière linéaire. Une cause produit un effet. Un déficit entraîne un trouble. Une correction entraîne une amélioration. C'est rassurant. C'est structurant. Mais le vivant ne fonctionne pas comme une équation simple. Et si ce modèle était donc insuffisant? De fait, lorsque nous observons les trajectoires réelles des enfants, nous voyons autre chose. Des fluctuations, des compensations invisibles, des évolutions non proportionnelles. Parfois, une petite perturbation produit un effet massif. D'autres fois, une grande difficulté ne produit aucun symptôme visible. Cela suggère que nous sommes face à un système beaucoup plus complexe. Oui, le développement est un système dynamique. Contrairement au modèle linéaire, c'est un système qui s'organise sous contrainte, qui peut se stabiliser temporairement et qui peut aussi bifurquer. Un symptôme n'est donc plus seulement un défaut, il peut devenir ce qu'on appelle ou ce que l'on nomme un attracteur, une stabilité compensatoire. Qu'est-ce que signifie non linéaire? Non linéaire signifie simplement que la réponse n'est pas proportionnelle. Une petite variation peut changer l'organisation globale. Un système peut rester longtemps stable, puis basculer. Les trajectoires humaines sont faites de ces transitions. Nous parlons aussi de fenêtres développementales. Ce sont des fenêtres sensibles, mais dynamiquement ce sont des phases d'instabilité organisée. Le système est plus plastique, mais aussi plus vulnérable. Ce qui stabilise durant ces périodes peut orienter durablement la trajectoire. Le développement ne repose pas uniquement sur la cognition. Il s'organise autour de régulations fondamentales. C'est ce que l'on nomme les 5 piliers. Le tonus, la respiration, le sommeil, les émotions et la cognition. Ces piliers ne sont surtout pas indépendants. Ils coémergent. Le tonus est la première interface avec la gravité. Il conditionne l'accès à l'action. Il permet la disponibilité attentionnelle, la régulation autonome. Un tonus instable peut orienter le système vers des compensations motrices. L'agitation peut devenir alors une stratégie d'équilibre. La respiration, quant à elle, est un oscillateur central. Elle synchronise les rythmes cardiaques, cérébraux et posturaux. Une instabilité ventilatoire précoce peut modifier les états de vigilance. Le corps devient alors un régulateur d'éveil. La respiration, quant à elle, est un oscillateur central. Elle synchronise les rythmes cardiaques, posturaux et cérébraux. Une instabilité ventilatoire précoce peut modifier les états de vigilance accessibles. Le corps devient alors un régulateur d'éveil. Le sommeil, quant à lui, n'est pas seulement réparateur. Il est organisateur. Les transitions veille-sommeil consolident les attracteurs adaptatifs. Un sommeil fragmenté maintient le système en instabilité chronique. Un exemple de trajectoire compensatoire. Prenons un exemple simple. Instabilité ventilatoire précoce, fragmentation du sommeil, difficulté d'accès aux états intermédiaires, agitation motrice compensatoire, stabilisation d'un hyperéveil. Le symptôme devient alors une organisation stable. C'est pas une causalité mécanique, c'est une trajectoire. Cela change pas mal de choses. Si nous pensons en termes dynamiques, nous ne pensons plus à supprimer un symptôme isolé. Nous modifions alors des contraintes. Nous stabilisons des régulations. Nous facilitons une bifurcation. Bien entendu, ceci n'explique pas tout. Il ne remplace pas les diagnostics, il ne pose pas une causalité unique. Mais quand même, il constitue une grille de lecture parmi d'autres. Et une grille cohérente avec la complexité biologique. Cela change effectivement notre posture.
lire une trajectoire sans la dramatiser, comprendre une compensation sans la juger, accompagner une bifurcation sans rigidifier le système. Former n'est plus seulement transmettre une technique, c'est apprendre à lire le vivant. Pour conclure, ce déplacement n'est pas simplement technique, il est épistémologique. Il transforme notre manière d'interpréter et de décider. La question n'est plus seulement comment intervenir, mais comment penser la complexité sans la réduire. Si nous voulons aller plus loin, cette perspective transforme notre regard clinique, en invitant une posture réflexive vers ces fondements du développement humain, de façon non dogmatique, ouverte à la complexité et aussi à l'interdisciplinarité. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.